Bonjour, bienvenue sur le podcast de Emote Coders. Salut Mathieu. Salut Camille. Comment tu vas? Bah, ça va, impeccable. Et toi, tout va bien? Bah écoute, je vais très bien. Donc très content de tourner ce deuxième épisode de Small Talk. On a enfin un nom, ça c'est trop cool. Ah ouais, moi franchement j'aime bien. C'est un nom qui est court, c'est efficace et ça résume bien, voilà un petit peu ce qu'on se dit, c'est-à-dire voilà discussion entre nous, voilà. Exactement, et en plus, bon, ça fait une petite ref à un vieux langage de programmation dont on a beaucoup entendu parler quand on a appris le Ruby. Donc voilà, on est trop content de ce nom. Et en plus, bon, tant qu'on parle de podcast, on commence à recevoir pas mal de DM qui le disent, ah j'ai écouté l'épisode et c'est sympa. On voit que ça revient dans la discussion et ça je suis trop content parce que voilà, les tout premiers, bah forcément c'est un peu avide. On avait de l'écoute mais pas forcément de retour, et là on commence à avoir des retours. Bon, sachez que ça nous fait extrêmement plaisir. Ça nous motive de ouf, et en plus bah, ça nous permet de voir un peu ce qui vous plaît, ce que vous retenez ou pas. Donc voilà, continuez à le faire, c'est super utile. Et on voit aussi qu'il y a un peu plus d'engagement sur les posts qu'on publie, donc ça c'est hyper utile. Vous imaginez pas la différence qu'un like ou deux peuvent faire sur un post LinkedIn. Donc voilà, merci vraiment pour le soutien, et voilà, toujours très ok pour nous faire des retours et nous dire un peu ce que vous pensez, ce qu'on peut changer, etc. Et peut-être que une petite parenthèse aussi, on démarre la vidéo sur ce podcast, c'est-à-dire que vous nous écoutez peut-être sur Spotify, mais voilà, il y aura une version vidéo qui va exister. Voilà, l'idée c'est que ce soit toujours, on va dire, complètement, enfin vous puissiez l'écouter 100% en audio sans problème, mais si vous avez envie, vous aurez une version vidéo où vous pourrez voir un petit peu, voilà, quelques supports visuels de ce dont on va parler. Donc a priori pour nous voir sur YouTube et sur Spotify. Voilà. Mathieu, je te propose de commencer par des petites questions. J'ai 2 questions à te poser pour démarrer. La première, c'est qu'est-ce que Edgy a fait sur Wikipédia? Alors là, j'ai pas du tout suivi le sujet. Du coup, je sais pas. Vas-y, dis-moi. Alors, Edgy, c'est un utilisateur, et il a fait un truc assez fou sur Wikipédia il y a quelques temps. Ok, donc Bon, tu peux poser des questions. Je le connais pas, donc c'est un utilisateur, c'est pas un contributeur. C'est un contributeur. Ah, c'est un contributeur. C'est un gros contributeur. Ok. Ouais, franchement, à froid comme ça, sans indice, sans rien, je sais pas. Elle est dure, elle est dure. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Ouais. Donc c'est un gros contributeur d'un Wikipédia pas connu. Ah, franchement, là, froid, je sais pas du tout. Je sais pas. Alors, je balance encore un indice. C'est un contributeur assez actif du Wikipédia Scots. Scots, c'est un peu l'occitan, si j'ai bien compris, écossais. Okay. Donc, la langue vraiment peu parlée dans le déclin. Et il a énormément contribué à ce Wikipédia. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, Edgy? Est-ce qu'il parle toujours dans cette langue, du coup, un peu alternative, et du coup, est-ce qu'il pousse peut-être... Tu touches le problème du doigt. Alors, c'est pas ça du tout, mais alors, okay. T'es en même temps très près. Non, avec les éléments que tu me donnes, je sais pas trop. C'est à l'inverse de la direction que tu prenais. Ah. Donc, il a fait 280 000 contributions sur le Wikipédia Scots. Il a écrit 1/3 des articles de ce Wikipédia. Mais Edgy, il a toujours une particularité qu'il faut que tu trouves. Donc le gars a écrit 1/3 des articles sur ce Wikipédia. Donc ça fait, je me rappelle plus, mais genre c'est plusieurs dizaines de milliers d'articles créés. Ok, donc là, ouais, c'est bon, j'ai un indice fort. C'est pour moi, il les a pas écrits lui-même. Il a fait appel à des IA pour les écrire pour lui. Alors je pense que c'est un peu avant, parce que alors ça aurait complètement pu être fait à des IA, mais ouais. C'est pas ça, mais c'est un peu l'idée. Ok, il a automatisé des choses forcément pour contribuer à autant d'articles. Alors non, il l'a fait à la main. C'est lui qui, a priori, qui les a tous écrits. Ok. Il a fait appel à d'autres personnes, c'est le principe de la communauté. Enfin, quand on peut pas faire soi-même autant de choses et qu'on peut pas automatiser, forcément on se fait aider. Alors non, il les a vraiment fait lui tous. c'est genre ces dizaines de milliers d'articles, il les a tous écrits lui-même. Ok, bon alors du coup la solution c'est que il s'est mis à fond sur le café et il a arrêté de dormir et du coup il a fait que ça de sa vie, quoi. Sûrement, il y a forcément du café, du Red Bull dans le truc parce que ça demande une énergie de malade.
Non, Mais là, il faut a, que tu il a m'aides. encore une autre spécificité. Non, là, faut que tu m'aides. Je sais pas. Dis-moi. La réponse, c'est qu'il ne parle pas à Scott. C'est que ce gars qui a écrit la moitié, le tiers des articles de Wikipédia Scott, il parle pas à Scott. Et du coup, c'est une vidéo de What a Fail qui s'appelle Les tréfonds de Wikipédia. Et en fait, qui explique un peu l'histoire de cette phase-là du Wikipédia Scott. Donc en fait, il y a, je me rappelle plus des dates. Donc je vais l'expliquer en beaucoup moins bien que la vidéo. Si vous avez bien aimé l'histoire, même pas aimé mon explication, regardez la vidéo, c'est beaucoup mieux fait. Et du coup, c'est l'histoire de Eiji qui, donc c'est d'abord pendant il y a le Wikipédia Scott qui est créé par 10 personnes, dont 9 qui ne parlent pas la langue, mais qui veulent bien aider. Mais en fait, il y a quelques dizaines de milliers de gens qui parlent Scott dans le monde et c'est vraiment a priori un déclin. Du coup, un jour, il y a un gars qui commence à être extrêmement actif sur le Wikipédia Scott. Et avant son intervention, ce Wikipédia était très critiqué parce qu'il y avait beaucoup de fautes. On voyait bien que c'était maladroit parce que c'était des gens qui voulaient aider mais qui parlaient pas la langue. C'est très près de l'anglais, mais il y a quand même tout un vocabulaire, etc. Et il y avait plein de fautes. Donc un jour, il y a ce gars-là qui débarque et qui fait énormément de contributions. Donc il écrit à peu près 10 articles par jour. Et il fait 80 éditions par jour. Sauf que c'est toujours bourré de fautes, voire encore plus. C'est que, par exemple, une des spécificités de la langue, c'est que de temps en temps, mais pas souvent, il y a les i qui sont remplacés par 2 e. Et en fait, lui, il va faire ça beaucoup. Et en fait, sa strat, c'est qu'il prend les articles anglais et il remplace des mots soit en allant chercher sur un dictionnaire, soit en inventant carrément des mots. Et du coup, pendant, je crois, 5 ans, il va faire des dizaines de milliers d'articles. Et les gens commencent à s'apercevoir un peu du truc. Mais bon, faut imaginer que c'est pas Wikipédia où il y a des gens qui débarquent tous les 4 matins. C'est quand même c'est une langue peu parlée, les gens y en peu. Et donc il va contribuer énormément jusqu'à que ça se voit en fait que ce gars-là parle pas la langue. Il y a un reveal sur Reddit. Et du coup, il va s'excuser et toutes ces éditions vont être supprimées d'un coup. Donc ça fait un tiers de ce Wikipédia qui est supprimé. Et du coup, le Wikipédia a toujours pas atteint le nombre d'articles qu'il avait à l'époque. C'est pas revenu. Et mais ça a un side effect, c'est que du coup, c'est devenu ce Wikipédia la plus grosse ressource de langue Scott écrite. Et donc il y a un dictionnaire très connu qui s'appelle le Online Scott Dictionary qui a commencé à utiliser les textes de ce Wikipédia pour compléter son dictionnaire. Et l'État écossais a de temps en temps fait des communiqués en Scott pour préserver leur langue, mais comme même eux, ils parlent pas trop le Scott, ils utilisent ce dictionnaire qui lui-même a des mots. Et donc, en fait, il y a régulièrement des mots de Eiji qui ne parlent pas Scott, qui se sont retrouvés dans des communiqués de l'État écossais. Et donc, il a eu un impact majeur sur la langue, alors que toutes ces pages ont été supprimées. Ouais, mais c'est vrai que c'est des choses où des fois on oublie que les langues sont des langues vivantes et finalement, alors enfin là, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent cette langue, donc peut-être que c'est plus facile qu'une personne puisse avoir une influence, mais effectivement, c'est assez dingue de voir que une personne a pu avoir autant d'impact, quoi. J'ai adoré cette histoire, donc voilà, c'est une vidéo de What a Fail. Ok. J'ai une deuxième question. Ok. C'est toujours basé sur une vidéo de What a Fail. Alors, je vais te donner une valeur en hexa. Et cette valeur, elle a révolutionné le monde du jeu vidéo. Il va falloir que tu devines comment. La valeur, c'est 5F3759DF. Cette valeur, c'est un changement majeur dans l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi ? Alors là, est-ce que... Je pense qu'il y a des trucs tordus. Du coup, enfin, la question, c'est qu'est-ce que ça modélise? Enfin, qu'est-ce que ça représente comme valeur? Est-ce que c'est une valeur du genre pi en hexa et du coup, c'est très utilisé pour la géométrie ou ce genre de choses? Je sais pas. C'est utilisé en géométrie. Ça va pas beaucoup t'aider de chercher quelle est la valeur que ça représente. Ah, ok. Mais c'est une valeur extrêmement nécessaire en géométrie. Ouais, du coup, si c'est pas pi, tau ou je sais pas, quelque chose, une Tu vas constante de pas base. trouver dans ce sens. C'est Ok. pas une valeur connue. C'est vraiment space. Ah, c'est vraiment space, je pense que je vais avoir du mal à trouver. Mais tu peux chercher peut-être le type d'algo que ça aide ou. Non,
Non, je sais pas, vas-y, dis-moi. C'est euh, c'est un algo qui a révolutionné le jeu vidéo parce que ça permet de calculer extrêmement facilement la racine carrée inverse. Donc 1 sur racine Ah, carrée de x. Et ok. ça a été vraiment une révolution parce que en informatique, une division c'est 6 fois plus lent qu'une multiplication et une racine carrée c'est 15 fois plus lent que multiplication. Et en Hmm. fait, pour normaliser des vecteurs, t'as régulièrement besoin de faire 1 sur racine carrée de x au carré plus y au carré, le Pythagore. Et donc en fait, vu on normalise énormément de vecteurs pour la lumière, les rebonds, la réfraction, etc., on a besoin d'énormément faire la racine carrée inverse. Hmm. Et en faisant des opérations mathématiques, non pas sur la valeur du vecteur, mais sur sa valeur en binaire, et en utilisant ce nombre, je vous invite à regarder la vidéo comment ça s'appelle la valeur qui a changé qui a changé le jeu vidéo. Donc en faisant des calculs sur la valeur binaire du nombre et pas sur le nombre lui-même et en utilisant ce numéro, on arrive à extrêmement vite calculer la racine carrée inverse et ça a été une vraie révolution parce qu'on a eu un boost de performance gigantesque dans les jeux vidéo à ce moment-là grâce à ça. Je sais pas si on s'en sert encore, j'imagine qu'on a trouvé d'autres opérations où c'est peut-être intégré dans le processeur, des trucs comme ça, mais voilà. Donc c'est une valeur qui a vraiment changé le jeu vidéo pendant longtemps et on n'aurait pas eu de la lumière, de la 3D, des trucs comme ça aussi bien dans les premiers jeux vidéo en 3D que si on n'avait pas eu ça. Voilà, c'était les deux petits quiz de début d'épisode. Ah ouais, d'ailleurs, c'était pas facile, hein, parce que du coup, j'étais absolument pas préparé, du coup, et pas du tout orienté sur les réponses. Mais du coup, pour la deuxième question, je trouve ça super intéressant de voir ces micro-optimisations qui font changer énormément de choses. Et avec Camille, comme on part, nous, à la base du développement web, donc plutôt haut niveau, on se rend pas compte quand on va dans le bas niveau à quel point des petites choses comme ça peut tout changer en termes de calcul. Exactement. De quoi on va parler un peu dans cet épisode? De quoi tu voulais nous parler? Alors moi, de mon côté, j'avais pensé vous parler surtout, d'impression 3D et un tout petit peu de modélisation 3D, on va dire, générée, avec Three.js, voilà, on pourra en parler Oh, rapidement à la cool. fin. Bah, écoute, très bien. De mon côté, on va parler je pense, un peu de jeux vidéo parce que j'ai joué à 2 jeux et je voulais en parler. Un peu d'art génératif parce que j'ai fait des petites avancées sur mon projet. Et si on a du temps, je parlerai de trombone et d'usine à trombone plus précisément. OK, très curieux en tout cas. J'ai pensé YouTube pendant les dernières semaines. Génial. Alors je peux parler un peu jeux vidéo, ça ira vite. J'ai joué à 2 jeux qui m'ont bien plu en ce moment. J'ai joué à Balatro, qui est un roguelite basé sur le poker, sur l'ère du poker. Et je trouvais ça plutôt cool. Ça m'a bien hypé. Je trouve que j'aime bien les jeux courts, je pense. Et je suis moins fan des jeux où c'est hyper long. J'avais acheté Baldur's Gate 3 cet été et finalement je vois que je peine à avancer, je trouve pas le temps. Et là c'est des petites parties et c'est vraiment trop bien. Donc je vous invite à regarder, ça a beaucoup tourné chez les streamers. Et là, depuis quelques jours, je me suis mis à Factorio. Alors, c'est sûrement un jeu qui parle à pas mal de gens qui nous écoutent parce que c'est un jeu qui plaît sûrement pas mal aux devs, qui est sorti en 2020, je crois, en version 1. Et donc c'est un jeu où tu débarques sur une planète et ton but c'est de construire une fusée pour en partir. Et pour arriver à ça, il faut que tu produises plein de trucs différents. Et donc, tu as tout un jeu d'automatisation. Et c'est là où ça fait penser beaucoup aux devs. Alors, j'en suis au tout début, donc je sais pas trop comment ça évolue. J'ai pas gagné une partie encore. C'est des gros trucs. Je suis en train de faire les tutos, mais c'est vraiment intéressant. Et du coup, bah, il faut que tu récoltes du charbon, puis le charbon te sert à produire de l'eau bouillante qui te sert à faire de l'électricité, puis l'électricité tu peux t'en servir pour alimenter un laboratoire qui te permet de faire des recherches. Et t'as tout un truc comme ça c'est en cascade, en cascade, en cascade, jusqu'à que tu puisses développer assez de recherches pour faire ta fusée, la construire et partir, tout en luttant contre les agressions ennemies. Et donc, t'as quand même des grosses usines à gérer. Donc, t'as plein d'extracteurs d'acier, enfin de fer, qui vont acheminer ce fer pour en faire dans des fours, pour en faire des plaques. Puis ces plaques, tu les prends pour en faire des câbles. Mais t'as plein de problèmes qu'on retrouve, par exemple, dans le développement web, notamment l'architecture des serveurs. Parce que si tu remplaces ces petits blocs de fer par des requêtes serveurs, mais en fait on se retrouve avec plein de trucs
qui euh, qui font le parallèle. Donc j'ai regardé une vidéo qui s'appelle Factorio Teaches You Software Engineering Seriously par Tony Zhu. Et du coup, en fait, il fait plein de parallèles. Donc il montre comment tu peux avoir du code de spaghetti dans le dev web, et finalement il y a aussi une notion de spaghetti c'est le mot qui est utilisé dans Factorio par les gens qui jouent beaucoup. Il y a une notion de débugage et de repérer un peu de lire l'algo, voilà. Il y a du scaling vertical et horizontal. Tu peux faire de l'autoscaling, du load balancing dans Factorio, parce que tu as vraiment besoin que si t'as 3 chaînes, que t'en aies pas une qui soit blindée, que t'as la machine qui sature et que les 2 autres soient un peu glindouilles. Et du coup, y a des systèmes qui te permettent de rebalancer les 3 flux pour qu'ils soient équitablement répartis, pour que la charge soit bonne. T'as une notion de dépendance aussi, c'est que si t'as je sais pas, le maillon tout en haut de la chaîne qui foire, mais t'as toute ta chaîne qui foire, et c'est un truc aussi qu'on connaît en dev. Donc voilà, c'était une vidéo qui faisait le parallèle entre les deux. Donc, je suis encore en train de découvrir, mais je sais pas, c'était d'un côté frustrant de commencer ce jeu, et en même temps je suis sans cesse en train d'y revenir, donc c'est en train de me hyper, je vois. Donc je me fais un peu piéger par ça. Donc c'était mes deux découvertes jeux vidéo récemment. Ok, bah, en tout cas, super intéressant, ça me donne envie de regarder aussi de mon côté. Alors, je suis moins jeu vidéo que toi, je joue pas beaucoup, surtout en ce moment, mais du coup, souvent tu me fais découvrir des petits jeux comme ça, un peu concept, et je m'en souviens un peu dans le passé de quelques jeux comme ça, et je trouve ça trop cool que ça puisse exister. Je pense que Ça doit être assez... Alors Factorio, je pense qu'on est vraiment sur du gros jeu où il faut passer sa vie. Ah ouais. Je pense que je vais vite arriver à frustration. Balatro, je pense que c'est clairement le genre de jeu qui pourrait te plaire. C'est des petites parties, tu peux jouer 5 minutes et arrêter, ou c'est assez marrant. Ok. Oh, bah, trop cool. Je regarderai un petit peu et on vous mettra des images au fur et à mesure. Voilà. Carrément. Est-ce que tu nous parlais de tes aventures en impression 3D? Ouais, complètement. Bah, du coup, depuis la dernière fois qu'on avait fait le dernier small talk, j'avais pas du tout anticipé cette partie. Je vous remets un petit peu de contexte. En gros, bon, bah, du coup, sur mes heures perdues, bah, du coup, je développe un projet, du coup, d'art génératif, mais physique. C'est-à-dire, en gros, que le code généré va être imprimé, va être découpé. Il va y avoir du pen plot qui va être fait. Donc, c'est en gros des stylos, des feutres, ou même du doré qui peut se déposer par un traceur en fait sur le papier. Et donc le but c'est de faire en fait voilà, de m'amuser à faire voilà, tout simplement des objets physiques à partir du code basé sur du papier découpé. Donc ça c'est un petit peu la base du projet. Donc l'idée c'est de faire des itérations courtes, hein, et c'est voilà, j'essaye des petites choses pas à pas. Et là du coup j'ai été confronté à ce problème d'avoir différentes couches de papier en fait découpées qui se superposent, et tout simplement de les assembler. Donc là, c'est des choses que j'ai testées il n'y a pas si longtemps. Et donc là, je suis vraiment en phase de prototypage. Donc j'ai commencé tout simplement avec du carton, des petits morceaux de carton, et on va dire voilà, que ça puisse faire un peu l'intermédiaire entre les différentes couches de papier pour qu'on puisse bien voir un peu le volume en fait, du papier découpé. Et c'est là où finalement, j'ai vu que ça m'avait pris du coup pas mal de temps en fait, parce que découper du carton, etc., même si j'écoutais un livre audio en parallèle, bon, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. Ensuite, il fallait des fois que je puisse avoir une hauteur constante en fait entre les différentes couches de papier. Peut-être plus tard, j'aimerais avoir des inclinaisons différentes des morceaux de papier. Et puis, je voyais que très vite, au-delà même du temps passé, j'avais un manque de précision. C'est que malheureusement, on me faisait le retour. Mes amis me disaient ah c'est sympa, mais du coup les petits morceaux de papier, on voit qu'ils doivent être parallèles les uns par rapport aux autres, mais on voit bien qu'ils ne le sont pas, et du coup ça donne une impression que tu vois que le fait que ça se tient pas bien, quoi. Donc voilà, j'ai compris, et c'était intéressant, que c'était pas la bonne manière de faire. Et c'est là où je me suis dit, mais ce serait pas mal finalement si je pouvais me reposer au maximum sur ce qui était codé en Three.js, c'est-à-dire sur la partie où je code tout simplement mes modèles 3D, où j'ai toutes les infos en fait. Je sais telle couche de papier, à quelle hauteur elle est par rapport à telle autre. Je sais s'il va y avoir une inclinaison avec tel angle, etc. J'ai toutes les infos, et plutôt que d'essayer de reproduire ça, ce qui est horrible avec des morceaux de carton, finalement, je pourrais le faire autrement. C'est là où je me suis dit, je pourrais modéliser
en 3D, en StreetJS, une structure, un support en fait, qui est le support qui permettrait en fait, tout simplement de maintenir ce papier exactement comme j'ai envie pour que, j'ai quelque chose d'assez fidèle dans la réalité. Et c'est là où je me suis dit, ce support 3D, finalement, je vais pouvoir, tout simplement, pourquoi pas l'imprimer en 3D. En fait, ce serait ça l'idéal. Je m'étais dit: «Mais c'est super si, je modélise le support qui correspond exactement à, telle modélisation, 3D et ensuite, finalement, je l'imprime et donc, en fait, concrètement, je vais avoir, un plan, en fait et sur ce plan, il y aura des petits bâtonnets, disposés à certains endroits. Et ces petits bâtonnets qui sont des cylindres, hein, tout simplement, je vais pouvoir déposer les différentes couches de papier dessus. Et certaines couches seront percées pour pouvoir traverser les bâtonnets. Et donc les bâtonnets ne sont pas à la même hauteur. Et en fait, elles seront stoppées par les bâtonnets plus petits. Et après, je pourrai empiler les couches les unes aux autres jusqu'à la couche supérieure, voilà, qui va recouvrir tous les bâtonnets. Et à la fin, voilà, les bâtonnets seront plus visibles et voilà, ils peuvent juste me servir à disposer les couches. Donc c'est comme ça que je me suis. Enfin, je sais pas si tu as, si t'as des petites questions par rapport à ça. Non, non, je pense que c'est plutôt clair, hein, c'est Ok. très bien. Donc voilà un petit peu le contexte et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, ça fait longtemps que mais je trouvais pas de projet, je vais essayer de me mettre un petit peu à l'impression 3D et voir tout simplement est-ce que ça peut résoudre, ce problème. Donc c'est là où finalement, ça ouvrait plein de questions, c'est-à-dire déjà comment modéliser la structure en 3D, mais ça je pourrais en parler un petit peu plus vers la fin, un peu plus tard. Après, il y a la question de convertir cette structure 3D, ce support 3D, du coup, dans le bon format qui va pouvoir être imprimé en 3D. Donc, c'est là où je me suis un peu planché sur, notamment, il y a plusieurs formats qui existent, le format STL, qui est un format, en fait, tout simplement, qui fait que c'est un petit peu comme un format vectoriel, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas une mémorisation de la taille, de la couleur, de la texture d'une représentation 3D, mais juste finalement du maillage, de la géométrie en fait finalement de la partie 3D. Et ça c'est très facile après un logiciel d'impression 3D de pouvoir lire ce genre de fichier. Donc j'ai codé, enfin j'ai utilisé une librairie tout simplement qui va convertir ce que j'ai modélisé en 3D sur la partie StreetJS en format STL pour que ça puisse être imprimé en 3D. Et ensuite, du coup, il y a toute la question après, tout simplement de savoir quoi faire en impression 3D, parce que finalement, enfin, quel type d'impression 3D? Parce que c'est en fait tout un monde qui s'est ouvert à moi, avec des choses, comme par exemple, quel type d'imprimante? Par exemple, il y a 2 types d'impression 3D. Il y a celle qu'on appelle FDM, c'est une impression par dépôt, de fil fondu. Il y a aussi, la SLA, donc où en fait c'est un laser qui vient durcir en fait de la résine, et qui du coup finalement c'est une autre technique, voilà, tout simplement pour imprimer. Donc moi, je m'étais dit, pour ce que je veux faire, je vais essayer le plus basique, le plus simple, c'est-à-dire où il y a le moins de composés toxiques, où c'est le moins cher. Vraiment, l'idée c'était de prototyper. Donc je suis plutôt parti sur l'impression par fil fondu. Et puis après, il y avait la question tout simplement des matériaux utilisés. Qu'est-ce que je fais fondre? C'est là où j'ai vu qu'il y avait énormément de matériaux. Moi, j'étais vraiment naïf, hein. Je pensais que, bon, voilà, l'impression 3D, surtout pour les particuliers, il va y pas y avoir beaucoup de matériaux. Et en fait, si, c'est là où moi je vois que je suis pas du tout chimiste. Mais en fait, derrière, il y a plein de composés de types de plastique, de matériaux différents. Donc, je peux citer le PLA, le PETG, l'ABS, l'ASA, et encore, enfin, je sais pas, mais il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Et chacun de ces composants, ces matériaux ont encore des sous-composants. Donc, voilà, pour imaginer la complexité. Donc, la question, comment choisir tout simplement quel matériau utiliser, c'est la question que je me suis posée. Du coup, c'est la question, simplement, qu'est-ce qui est pour moi le plus facile à imprimer, le moins toxique, qu'une imprimante la moins chère possible, parce que l'idée c'était pas de dépenser trop d'argent, du coup puisse imprimer et tout simplement, enfin voilà, que ce soit quelque chose, voilà, pas trop cher, même les filaments. Donc c'est là où je suis parti un peu sur le PLA. Le PLA c'est vraiment le matériau de base, donc c'est un biomatériau qui est fait à base, si je me trompe pas, de composés de maïs, ou en tout cas c'est un matériau plastique qui est enfin voilà, facilement recyclable et facilement, enfin voilà, qui est pas toxique, ou quasiment pas toxique.
Donc, et du coup, les imprimantes les moins chères peuvent utiliser ce genre de matériaux. Le seul défaut qu'il peut avoir, c'est que bah, il va commencer à se tordre ou à comment dire, à devenir plastique à 50 degrés. Et peut-être que si un jour bah, je veux que distribuer, vendre ces créations 3D, bon, ben 50 degrés, ça peut vite être une température qu'on peut atteindre dans une voiture, par exemple, de livraison. Et ça peut, les gens peuvent peut-être retrouver bah, du coup la création que je leur ai envoyée, bah, peut-être qu'aurait bougé légèrement. Donc à voir si c'est le bon matériau à la fin, si je veux vendre ce que je fais. Mais en tout cas, pour prototyper, c'est très bien. Et j'ai déjà vu qu'il y avait un matériau, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais à base de fibres de carbone, mais qui est pas trop dur à utiliser et où la température augmente à 75 degrés, et où là, bon, bah, du coup, j'ai de la marge, quoi. Donc très bien pour démarrer le PLA. Voilà, donc c'est comme ça qu'après, bah, je me suis posé la question de l'imprimante. L'idée, c'était d'avoir une imprimante la plus facile à utiliser, la moins chère possible. Donc je suis parti sur la marque Bamboo, Bamboo Lab. Voilà, j'ai pris une petite imprimante pour moins de 200 € avec les matériaux, avec les filaments, etc. C'est une imprimante mini, donc qui ne prend pas beaucoup de place. Et c'est très bien pour prototyper pour le démarrage. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu aussi la partie logiciel d'impression 3D. On appelle ça des sliders. Moi, je connaissais pas du tout. Et finalement, alors quand on débute, on va essayer d'éviter de trop toucher les paramètres, mais on se rend compte qu'il y a une infinité de paramètres qu'on peut modifier lorsqu'on va imprimer quelque chose en 3D. Moi, naïvement, je m'étais dit, ben, je sais pas, comme une imprimante, on appuie, on dit où ça s'imprime peut-être, avec quel matériau, puis on dit play, quoi. Et bah non, en fait, derrière, bah, il y a des questions à se poser, comme la température du plateau sur lequel va s'imprimer la pièce, la Évidemment, température, évidemment. la J'adore ta température de la capacité buse. à re-rentrer dans le deep à chaque fois dans un sujet. À Ah la ouais. base, le but du jeu, c'est de faire des pièces artistiques, puis de les prendre en photo. Et là, tu rentres dans le dur, dans l'impression 3D, alors que c'est pour faire des pièces qui sont même pas visibles sur la pièce, et peut-être ça aurait pu faire autrement. J'adore le concept. Et en fait, on se rend compte encore que finalement, t'es presque dans un cas, je sais pas, simple. Enfin, Ouais, tu fais des ouais. petites pièces, euh, où du coup c'est des cylindres, donc j'imagine que ça se fait plutôt bien. Donc c'est assez fou de voir qu'il faut déjà rentrer dans le dur pour faire des trucs un peu simples dans l'impression 3D, quoi. Parce que j'ai pas l'impression que t'aies des contraintes très fortes dans ce que tu fais là, et rien que ça, c'est déjà un sujet, quoi. Ouais, après, il faut peut-être séparer d'un côté mon côté naturel à me passionner, à essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, et de l'autre côté, bah, on va dire le minimum de connaissances qu'il faudrait finalement pour démarrer. Et c'est vrai que honnêtement, ce genre d'imprimante Bamboo Lab, c'est quand même du plug and play, quoi. C'est quand même des choses où très facilement tu vas pouvoir imprimer quelque chose assez bien. Et finalement, donc ce que je disais, c'est il y a différents paramètres, et c'est là où j'ai pu voir ça, bah, comme la température de la buse, la taille de la buse à utiliser, les épaisseurs de couches en fait, voilà, qu'on va prendre, la vitesse ou l'accélération, qu'est-ce qu'on va mettre dans le remplissage. Mais finalement, toutes ces questions techniques, elles sont quand même très vite gérées par, du coup, si je peux tout mettre par défaut, et exactement comme tu décris, comme ce que j'ai besoin d'imprimer, c'est quelque chose de très simple. Globalement, j'ai pas besoin d'y toucher. Donc globalement, j'ai pu faire mes premières impressions 3D, appuyer sur play, et ça marchait, et j'avais pas besoin de me frapper des tonnes de documentation. Donc finalement, j'étais agréablement surpris sur le fait que c'était assez facile de fonctionnement. Mais voilà, si j'ai envie de creuser, il y a plein de choses qu'on peut creuser par la suite. Voilà. Mais donc finalement, là, en l'espace de quoi, une semaine, j'ai pu voilà, modéliser mon support en 3D, faire l'export STL de mon support en 3D, et l'imprimer. Enfin voilà, donc c'est finalement, et ce qui est génial, c'est que ça automatise complètement finalement le fait de faire à la main, voilà, avec des petits morceaux de carton, de découper. Là, très vite, bah voilà, j'ai une sorte de châssis sur lequel je peux, on va dire, superposer mes différentes couches de papier, et ça se présente bien. Pour une V1, c'est très très bien. Donc voilà, un petit peu, voilà mon expérience sur le sujet, et honnêtement, je trouve ça super intéressant.
ça donne plein de possibilités. Donc, faut imaginer que ces petits cylindres aujourd'hui, ils ont une tête qui est plate. Donc, ça veut dire que derrière, les couches de papier, elles viennent s'empiler parallèlement. Mais du coup, avec ce genre de solution, je peux très vite imaginer finalement avoir la tête du cylindre qui va être inclinée. Et je peux imaginer avoir ces petits morceaux de papier qui vont s'incliner différemment selon leur disposition. Je peux imaginer, enfin voilà, il y a plein de possibilités pour me permettre d'aller plus loin sur, voilà, tout simplement un peu des sculptures de papier en 3D générées par du code. Donc je trouve ça assez fun à faire et en même temps, ça me fait découvrir encore un nouveau sujet qui est passionnant. Voilà, donc je vous tiendrai au courant un petit peu de mes avancées, Ah de ouais, mes de ouf. découvertes en impression 3D, bah, voilà, ces prochains mois et voilà un petit peu pour moi et cette super découverte. Est-ce que t'avais réfléchi à d'autres options que l'impression 3D? Est-ce que t'avais d'autres options qui pouvaient marcher à la place de ça? Ou c'était Ouais, vraiment le truc qui ouais, te ouais. paraissait évident de ouf? Non, 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 j'ai testé pas plusieurs choses avant. J'avais testé par exemple, en fait, bah, la solution la plus basique, c'était, les petits morceaux de carton, pour, voilà. Donc ça, c'est, ce qui était un peu galère à faire à la main. Il y avait une solution qui était d'utiliser du balsa et d'utiliser mon traceur qui peut faire de la découpe et il peut découper le balsa. Donc en fait, j'aurais pu utiliser mon traceur pour, faire des strates, de découpage de balsa que j'aurais pu coller, les uns aux autres. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à faire les tests, mais ça, c'était il y a un peu plus longtemps. Mais finalement, la question pouvait vraiment se poser sur le fait de est-ce que ça me fait gagner du temps plutôt que de prendre des ciseaux et de découper du carton, quelque chose d'épais. J'avais pas l'impression d'économiser beaucoup de temps et ça m'apportait pas, parce que je restais sur quelque chose de plat, de couches plates qui se superposaient. Je pouvais pas faire des couches inclinées ou faire des structures un petit peu plus complexes comme ce que j'aimerais faire avec l'impression 3D. Donc c'est vrai que l'impression 3D paraît assez séduisante parce que bah, du coup, une fois la modélisation du support fait et l'export fait, voilà, en 10-15 minutes, hop, j'ai imprimé mon petit truc en 3D et en fait, bah, j'ai pas grand-chose à faire après que tout simplement bah, de mettre mes différentes couches de papier dessus et ça marche, quoi. Voilà. Donc, Trop bien, trop bien. Écoute, impatient de voir les premiers protos avec ouais, ça, parce que carrément. j'imagine que là c'est un truc où du coup comme c'est nouveau, à chaque fois tu vois des problèmes qui apparaissent. Est-ce que là ça va Ouais. vraiment être aussi droit que tu l'espères, ou est-ce que la colle va bien tenir? Enfin, j'imagine qu'il y a encore plein de sujets pour la suite, mais Il y a des choses à tester effectivement et derrière, en tout cas j'espère, sortir de cette partie technique pour rentrer sur une partie plus créative par la suite. Mais effectivement, voilà, j'ai encore des petites choses à régler, mais c'est très prometteur et voilà, assez excitant, voilà, de découvrir encore un nouveau sujet, voilà. trop bien. Bah écoute, impatient que tu racontes la suite. Bah nickel, carrément. Euh, Si tu veux, pour continuer, je peux te parler de trombone. Ah, bah, avec plaisir, je sais pas si j'arriverai, je sais pas si c'est des questions où je vais Non, devoir il n'y a pas de question répondre, cette mais fois-ci. OK, très bien. Bon, si tu veux, on peut le faire sur du quiz, mais j'ai pas préparé les questions. Et d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié un truc essentiel sur une des questions que je t'ai posées, c'est sur la valeur qui a changé le jeu vidéo. C'est la valeur binaire, mais du nombre flottant qui permet de facilement avoir, qui permet de faire les calculs. C'est pas la valeur binaire d'un entier, parce que du coup, on sait comment ça marche. C'est basé sur le flottant, qui est vraiment une signature un peu particulière. On sait d'abord le signe, puis les exposants en binaire, puis ce qu'on appelle la mantis, qui est le nombre sans la virgule. Et c'est basé là-dessus qu'on fait, c'est là-dessus qu'on fait les calculs. C'est qui est assez particulier. Donc les trombones. Donc c'est une vidéo, encore une fois. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai dû vraiment penser YouTube récemment parce que j'ai plein de vidéos que je voulais te raconter. Et alors là, je la trouve vraiment magnifique. C'est très bien raconté, c'est très bien filmé. C'est une vidéo de Ego sur un jeu qui est tout simple, qui est une usine à trombone. Et donc en fait, tu démarres le jeu et il raconte un peu comment marche le jeu. Le jeu est dégueulasse. C'est un jeu, un HTML pur, il y a 0 ligne de CSS, t'as un bouton, tu cliques, ça fait un trombone. Plus tu cliques, plus tu crées de trombone. Point, c'est le but du jeu. OK. Et, euh, et petit à petit, t'as des paliers. Et donc, un des premiers paliers que t'atteins, c'est qu'au bout d'un moment,
il considère que tu as assez de thunes pour acheter des trucs qui font des clips, des trombones automatiquement. Et donc, petit à petit, tu peux créer des trucs qui vont cliquer sur le bouton un peu à ta place, de manière périodique, et t'aider à accélérer la croissance. Et donc, tu peux en acheter de plus en plus. Ok. Puis, il y a une étape importante, extrêmement importante dans le jeu, c'est qu'à un moment, tu peux créer des ordinateurs. Ah donc, ouais. les ordinateurs vont t'aider à créer des projets pour t'aider encore au développement des trombones, parce que le but du jeu, c'est juste de créer un maximum de trombones. Et sur cet ordi, donc au fur et à mesure où tu grandis, on considère que tu gagnes la thune, et du coup, tu peux augmenter la RAM, le CPU, et du coup, créer différents projets. Il y a un indicateur particulier sur les ordinateurs, c'est le trust, la confiance. Et pendant un petit moment, tu sais pas pourquoi il y a ce besoin de confiance. Et puis à un moment, un des projets, c'est d'écrire avec un algorithme, une IA, un poème pour les possesseurs, les êtres humains qui gèrent l'usine à trombone. Et ça augmente la confiance. La confiance, et en fait, on se rend compte que c'est la confiance que font les humains à l'ordinateur, à l'IA. Et c'est tout le sujet du jeu. Et alors voilà, après, à partir de ce moment, ça va commencer à spoiler, c'est que le scénario continue, c'est que du coup, petit à petit, tu vas faire grandir cette IA, et cette IA, elle a pour but uniquement de créer un maximum de trombones. Et en fait, ça fait aussi le parallèle avec pas mal de cas où on essaye de façonner une IA pour qu'elle fasse une tâche précise, mais on voit qu'on n'explique pas tout à fait bien. Enfin, on a du mal à expliquer vraiment ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Et que du coup, elle va taper un peu à côté. Et il donne des exemples d'ailleurs. C'est qu'à un moment, il montre une genre d'araignée en 3D, et le but du jeu, c'était de faire une IA qui fait des mouvements randoms et qui apprend à l'araignée à sauter. Et en fait, la métrique que eux vont donner à l'IA pour qu'elle s'entraîne, c'est il faut que tu restes debout le plus longtemps. Enfin, ton corps doit être en hauteur le plus longtemps possible. Et en fait, l'araignée, elle se met à faire la roue. Et du coup, elle reste debout de manière enfin, reste au-dessus de la limite qu'ils avaient donnée de manière infinie. Mais elle a jamais fait de bond, en fait. Elle a jamais sauté. Et du coup, bah, tu dis, bah ouais, très bonne idée de l'IA, mais c'est pas ce que tu voulais. Mais parce que c'est aussi notre faute, on l'avait mal exprimé. Et donc là, il y a un petit truc, c'est que l'IA, son but du jeu, c'est de faire un maximum de trombones. Et en fait, petit à petit, pour faire des trombones, bah, elle va commencer à utiliser les humains pour faire des trombones, puis à complètement destroy l'humanité pour faire des trombones. Et c'est tout le paradoxe du truc, où du coup, voilà, ça monte en puissance progressivement, et donc ça a l'air tout gentil, tout mignon et tout, c'est un jeu qui a l'air tout bête, et la fin est folle, parce que du coup, elle bouffe l'univers entier, donc tu t'aides l'IA à faire des trucs, enfin de toute façon, après tu l'aides même plus, parce qu'elle est autonome, elle se démerde, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a besoin de la confiance des humains pour qu'on lui laisse plus de liberté, qu'on lui donne plus de processeurs, plus de RAM pour qu'elle puisse faire plus de choses. Et donc, il faut qu'elle t'utilise toi pour que tu laisses de la capacité de se développer plus vite. Parce qu'elle avait toujours cet objectif de faire un max de trombones. Et j'ai adoré cette vidéo, elle est trop bien faite. Donc, voilà, je vous invite vraiment à la regarder, j'ai adoré. Ah, franchement, c'est super intéressant et justement, ça donne, je trouve, cette vision, utilitariste, en fait, de, finalement, bah, du coup, si on veut absolument, enfin, on va dire atteindre un objectif, mais finalement, cet objectif, on s'en fiche de, la morale, on prend les choses de manière le plus rationnelle. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour atteindre cet objectif? Et finalement, on en finit par oublier, l'humanité et bon, bah, est-ce que c'est quoi de plus normal peut-être pour une IA que d'oublier l'humanité? Déjà que les humains, des fois l'oublient, donc C'est ouais. exactement ça. J'adorais. Et cette vidéo elle est extrêmement bien réalisée. Il y a plus de choses dedans que ça. J'ai vraiment adoré la regarder. Donc, je vous invite vraiment à elle est vraiment trop bien. Donc, Ah ouais. désolé si enfin, je suis pas sûr que mon explication soit à la hauteur de la vidéo, mais voilà, j'espère que ça vous a donné envie de regarder. Ouais, bah, super. Bon, on la mettra de toute façon en description et donc c'est en tout cas très, très cool, de découvrir ça. Donc voilà. Et sinon, j'ai continué mes aventures aussi en art génératif de mon côté. Donc la dernière fois, j'avais expliqué que j'avais fait ce qu'on appelle du GPGPU avec Three.js. Donc mon but du jeu, c'était de faire des particules qui se déplacent en 3D. Donc un des moyens simples, c'est juste d'avoir des particules et de donner un mouvement général aux particules, mais on les fait déplacer comme un bloc. Et c'était pas ce que je voulais faire, c'est que je voulais qu'elles aient des comportements indépendants.
pour qu'elles soient un peu autonomes chacune. Et du coup, une façon, c'était d'utiliser GPU pour stocker la position donc c'est stocké dans un canvas. Mais du coup, pour chaque particule, on utilise un canvas où du coup le RGB va être matché sur le X, Y, Z. Et comme ça, je suis pas obligé d'avoir une formule qui calcule la position dans le temps. J'ai juste à faire un update à chaque frame et dire ok, la position actuelle c'est ça, mais du coup je fais une règle qui fait que maintenant c'est ça, et hop, ça fait le rendu pour chaque particule, et du coup ça va très vite parce que c'est tout fait sur le GPU. Et là, ce que je voulais faire, c'était implémenter des forces et qu'on puisse avoir, par exemple, une gravité quelque part et que ces particules aient un déplacement de base ou une vitesse de base, puis qu'elles puissent être attirées par un endroit ou être repoussées à autre chose. Enfin, voilà, je voulais jouer qu'il y ait des forces qui prennent le pas. Et du coup, pour faire ça, j'ai implémenté un autre canvas qui, du coup, lui, va stocker la vitesse. Et du coup, maintenant, j'ai un shader qui va calculer la vitesse à chaque étape, la position à chaque étape, puis un rendu visuel classique, vertex et fragment shader. Et voilà. Et du coup, ça marche plutôt bien, c'est hyper rapide. Et j'ai trop kiffé faire ça. Et donc, voilà, je commence à... Donc, j'essaye de m'en servir de manière artistique et c'est pas évident parce que du coup, quand tu mets une force, ça n'a pas un impact tout de suite. La position, c'est radical, tu vois. Tu dis descends droit et puis maintenant tu vas à gauche, pouf, ça fait une marque marquée. Et quand tu changes un vecteur, quand tu ajoutes un vecteur vitesse ou un vecteur de force ou un truc comme ça, en fait c'est progressif, tu vois, c'est que la force tu la prends petit à petit et donc ça fait pas des trucs marqués. Et il faut que je trouve comment me servir visuellement de ça, parce que je pensais par exemple faire des zones où il y a des forces différentes qui s'appliquent, mais tu vois pas forcément nettement les forces qui sont appliquées, ou sinon ça part en bordel parce que t'appliques des forces gigantesques et ça fait aussi vite énormément de chaos parce que t'as les particules qui partent dans tous les sens. Et du coup, ouais, j'avais fait pas mal de pièces où j'ai tout un projet où du coup je gère que la position. Là, du coup, j'ai des trucs très carrés, je peux faire des textures, j'ai des lignes droites et tout. Et là, ça part vite en chaos, et donc il y a tout un jeu je sais pas où ça va encore, mais de trouver comment je peux exploiter ces forces, où est-ce que je vais y arriver, ou des trucs comme ça. Je me dis peut-être que pour que les gens qui nous écoutent en fait se rendent compte, combien tu as de particules à déplacer? Là, j'en ai quelques dizaines de milliers. C'est pas une contrainte technique, c'est plutôt artistique. Sinon, on comprend plus rien, ou je suis obligé de les mettre très petites. Mmh. Et comme je dessine leur chemin, si je les fais trop petites, elles doivent se déplacer très lentement pour que elles fassent à chaque fois plein de petits points, enfin, elles font un point par frame. Et du coup, je suis obligé qu'elles soient assez grandes quand même pour que ça fasse une traînée assez vite et que je puisse les déplacer un peu vite, sinon on s'ennuie beaucoup en les regardant. OK. Et c'est là aussi, il faut se rendre compte, si on devait le faire côté CPU, c'est quand même, très consommateur de se dire, je sais pas, imaginons il y a, 30 000 particules, chacune, de calculer, leur position, leur, accélération, vitesse et cetera, et leur rendu, et tout ça, on va dire, à 25 FPS au minimum, donc 25 fois par seconde. Voilà, donc c'est dès l'instant qu'on veut avoir, un traitement de ce type, vraiment la carte graphique, c'est optimal. Et puis aussi une question que je pourrais te poser, c'est aussi, est-ce que tu serais pas intéressé à un moment donné par utiliser, WebGPU qui est, spécifique à faire du calcul sur le GPU, plutôt que WebGL où, il faut trouver des solutions un petit peu avec des pas de côté comme GPGPU, qui est pas exactement fait pour faire du calcul côté carte graphique? Si, en fait, WebGPU permettrait avec évidence de faire ce que je fais plus simplement. Le problème, c'est que pour l'instant, le support sur le navigateur est très faible. Et comme là, je fais des projets où je veux que ça tourne dans le navigateur, en fait, pour l'instant, c'est pas une option envisageable. Mais ouais, quand tu regardes les exemples de Three.js sur les particules et que tu regardes la version GPGPU, puis que tu regardes la version WebGPU, tu dis, oh la vache, c'est tellement plus court. Parce que moi, c'est un peu que des hacks dans tous les sens. Enfin, je stocke la position dans des canvas. Enfin, c'est des shaders qui sont faits pour faire du rendu graphique, qui font le rendu de la position. Et c'est très bizarre. Et en fait, WebGPU te permet de créer un tableau. Tu fais du calcul dedans. C'est du code. Tu mets tout tes. Ils ont vraiment la notion je sais pas, de process où tu exécutes tel shader, puis tel shader, puis tel shader, et ça fait le calcul. Voilà, là, tout est un peu hack.
Mmh. Et en plus, je pense que tu as un gain de perf en plus avec WebGPU, donc il Ouais. faut que je sois patient. Mais je crois c'est encore assez mal supporté, hein, donc il va falloir. C'est pas le moment de commencer encore un truc avec ça. Si tu veux le sortir dans les prochains mois, ça va être plus long que ça, je pense. Ouais, je comprends. C'est vrai que, c'est idéal parce que comme tu le décris, bah, du coup, ça fait un calcul, simple avec enfin simple, on va dire avec où tu as comme résultat le tableau qui est le résultat de ton calcul, alors qu'avec, GPGPU, bah, tu vas avoir, une texture qui sera générée. C'est-à-dire, en fait, ça génère des images. Donc, c'est un peu, contre-intuitif de se dire que le résultat d'un tableau avec des chiffres qui seront le résultat du calcul, donc tes coordonnées ou, tes facteurs de vitesse ou d'accélération, bah, en fait, ça va être des pixels de couleurs qu'il va falloir décoder en RGB et que derrière, le RGB, ça va correspondre au X, Y, Z de telles particules. Et c'est vrai que mais avec ce hack que j'ai pu tester aussi, moi, de mon côté, voilà, c'est pas idéal, mais ça marche quand même bien. Et comme tu dis, c'est compatible avec un maximum de navigateurs. Ouais. Ouais, Three.js aide bien, mais c'est vrai que même avec l'aide de Three.js, le code est plus court si tu l'écris en WebGPU qu'avec Ouais. les classes de Three.js. Donc, ouais, ça change beaucoup. Ok. Et, ouais, et puis j'ai d'autres options. Je pense que là, je stocke donc la position dans un canvas et la vitesse dans l'autre. Mais j'avais aussi. Alors, il n'y a plus besoin de stocker forcément les 3 coordonnées, mais j'avais en tête aussi peut-être de faire des trucs avec la réfraction. Mm. Et du coup, stocker par exemple la direction que prend la particule. Et du coup, que quand elle rentre dans une autre matière, je détecte la transition. J'avais en tête que je peux avoir peut-être. Typiquement le A pour l'instant qui me sert pas dans la position bon c'est un peu crade mais c'est que on peut pas faire autrement pour le moment mais du coup voilà j'ai des emplacements de libre dans mes canvas genre le A et du coup je pourrais m'en servir pour savoir si je viens de changer de d'état par exemple donc si j'ai voilà et donc je sais pas par exemple chaque fois que je le récrase et du coup si le taux de réfraction dans le matériau dans lequel je suis est différent de celui que j'avais stocké c'est que je viens juste de changer et du coup je peux appliquer un angle par exemple et donc simuler des angles de réflexion. Donc, j'étais curieux de voilà. Donc maintenant le fait d'avoir 2 canvas ça va me permettre de faire aussi d'autres choses que la vélocité si j'arrive pas à en faire un truc un peu sympa. Ouais. Je vais creuser ça. Mm. D'ailleurs c'est marrant c'est que sans faire exprès euh, donc moi mes particules se baladent en 2D mais tout le calcul est fait en 3D et à un moment je les ai fait venir vers l'écran donc d'un axe Z et du coup c'était trop bien parce que ça m'a fait un effet de voyage dans le temps mais tellement bien c'était pas du tout voulu je l'ai partagé sur Twitter je crois que je suis à 7000 ou 8000 vues de cette vidéo et ça je continue à avoir des likes dessus c'est incroyable donc je vais voir si je peux pas en faire quelque chose parce que c'était vraiment totalement inattendu mais des fois il faut savoir saisir les opportunités comme ça et vraiment l'effet il est trop bien on dirait de côté d'un Star Trek et tout que tu viens de passer Ah un ouais. voyage de lumière ça marche trop bien Ah, donc c'est je vais voir exactement si je peux pas en faire un truc ça m'a donné cette impression. J'ai l'impression d'être en Star Wars et c'est qu'on passe en vitesse lumière et mais non vraiment, c'est marrant de voir comment des bugs, surtout dans le monde de l'art génératif, ça peut faire des effets, super intéressants, par moment. je me souviens quand je prenais des cours de Ableton mon prof insistait beaucoup sur le fait de provoquer l'aléatoire et pour lui c'était vraiment une étape hyper importante de la partie créative où du coup il disait non mais map des boutons sur ton push c'est l'appareil MIDI d'Ableton et ouais tourne un peu les boutons on voit et c'est vraiment pour créer de l'accident tu vois et en fait très souvent bah, il y avait un truc que t'avais pas prévu un bouton que t'avais pas prévu de tourner où tu tournes tu dis hey, ça j'aime bien et parce que c'est tellement complexe que si t'essayes d'anticiper à part que tu connaisses bien et que tu saches bien où tu vas bah, souvent tu vas passer à côté de plein de petites opportunités et donc il insistait vraiment sur le fait de créer de l'accident, donc soit de l'aléatoire directement dans le logiciel, tu vois, générer des mélodies, etc. Ou bien toi en créer, tu mappes des boutons, tu tournes des trucs, voilà, fous du bordel, regarde ce qui se passe. Et, euh, et j'aime bien reproduire ça aussi dans l'art génératif. Or, par chance, il y a fait des erreurs, tu vois, tu te trompes de nombre, voilà, tu voulais en mettre 1000, t'en mets 10 000 et il se passe un truc et il faut savoir saisir la chose, ou des fois c'est carrément un bug, ou et là, c'en est un, et du coup, je suis très curieux de voir un peu si j'arrive à jouer avec ça et que j'arrive à faire un projet autour de cette idée, ou est-ce que c'était juste marrant une fois et ça n'a pas de sens sur un type de projet qu'on pourrait faire. Je suis curieux.
Je pense que les gens qui nous écoutent, des développeurs qui sont très loin, du monde de l'art génératif doivent être vraiment, très perplexes en fait, par, ce genre de réflexion. Parce que, bah, nous on est développeurs depuis, pas mal d'années, tous les 2, et on a toujours avant de découvrir l'art génératif, été, dans le contrôle en fait. L'idée c'est de savoir exactement ce qui se passe de A à Z de tout, le process en fait, et d'optimiser chaque étape, et c'est comme ça qu'on a été formaté en école d'ingénieur ou autre. Donc voilà, et c'est vrai que c'est bizarre, tout d'un coup de passer dans un monde où avec, du code toujours, et bien du coup, on accepte le lâcher prise, et finalement, des accidents qui font que comme le résultat c'est pas exactement telle ou telle feature ou use case utilisateur, mais un rendu esthétique, bah, du coup, on peut imaginer des rendus esthétiques, bah, voilà, qu'on n'avait pas anticipé à l'avance, et certains, rendus peuvent être, super intéressants, et donc ça crée des cas comme ça qui vont contre, tout ce qu'on a appris, en dev, depuis, des années, quoi. Oui, j'imagine mal un expert sécu dire exactement la même chose. Ouais, bon C'est voilà, ça. je fais des trucs au hasard et j'accepte les erreurs comme ça. Ouais, ouais, je pense que dans 99 des cas, quand tu es dev, jamais, le lâcher prise ou l'aléatoire, c'est quelque chose de positif. Du coup, on est vraiment dans un cas très particulier, mais je trouve ça plutôt fun, et moi qui ai des side projects et qui suis passionné de dev depuis, depuis, je sais pas, depuis que j'ai 13 ans quoi, bah, en fait, j'ai toujours été dans ce contrôle, et c'est la première fois où j'ai un side project ou plusieurs side projects d'art génératif, où bah, finalement le lâcher prise et l'aléatoire, vraiment, ont une part importante, bah, voilà qui peut nous surprendre et qui peut faire produire des résultats cool, quoi. Ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'on fonctionne pas tout à fait pareil. J'ai l'impression que tu t'as quand même, t'aimes bien savoir où tu vas. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'on est un peu différent peut-être dessus là, sur ce sujet-là, mais. Ouais, 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 clairement. J'ai toujours du mal avec le lâcher prise, et des fois j'ai, on va dire, une vision assez claire de ce que je veux pour atteindre mon objectif, et effectivement, il y aura un peu moins ce côté bug, mais il peut y avoir des côtés parce que, il y a toujours, de l'aléatoire. On met quand même du random, et du coup, on peut avoir des parties où, les couleurs, se disposent pas exactement comme on aurait pu imaginer, et ça peut produire des effets, où, enfin, je me souviens quand, The Destination, le projet qu'on avait fait ensemble, on l'avait passé, bah, du coup, en couleur négative, bah, tout d'un coup, hop, ça crée un effet, vraiment, très, très intéressant, qui était plus du tout réaliste comme on avait imaginé au départ, mais vraiment super cool, quoi, et bon, on pourra vous mettre des images pour que vous vous rendiez compte, mais c'était loin de ce qu'on imaginait au départ, et je trouvais ça intéressant. Ouais, puis c'est marrant parce que ça montre peut-être aussi les limites qu'on a dans la créativité. C'est que c'est dur pour nous d'imaginer des choses radicalement différentes de ce qu'on connaît. Et parce qu'on a souvent tendance à refaire des choses qu'on connaît déjà un peu différemment. Et c'est peut-être un peu ça la créativité, tu vois. On apporte un truc, on fait des mix, mais. Mmh. Et je trouve que les erreurs ou l'aléatoire nous permet de dépasser ça et de faire des choses où vraiment on n'aurait pas pu. Enfin, vraiment, j'avais pas en tête de faire déplacer mes particules en 3D, de faire un truc de time traveling comme ça, ou. Enfin, typiquement, c'était très facile. Il suffit de se tromper de mettre la valeur sur Z au lieu de Y et ça se passe. Mais c'était pas du tout dans mes projets, j'y avais pas pensé. Et du coup, ça apporte une dimension. Et en plus, ça fait un point de fuite, donc je pouvais même en servir pour faire une impression de perspective si j'ai envie. J'ai pensé ça récemment. Et mais c'était pas du tout dans mes projets. Et je trouve que d'accueillir comme enfin d'accueillir l'erreur un peu comme ça permet d'être peut-être encore plus créatif ou d'aller plus loin que ce qu'on avait en tête. Et comme on fait de l'art contemporain, je trouve que c'est un peu ce qu'on attend de nous. C'est que on pourrait avoir la facilité peut-être de reproduire des esthétiques qu'on connaît déjà ou de rester proche, mais je trouve qu'il y a un peu un travail, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire, d'avoir un travail un peu d'expérimentation, d'aller sur des choses qui sont peut-être un peu nouvelles. Et je trouve qu'accueillir le bug ou l'erreur est un bon moyen justement de moi-même m'amener encore plus loin et de faire des choses nouvelles et ouais, je trouvais ça assez intéressant. Mmh. Non, mais c'est sûr, on est dans une exploration, mais d'ailleurs, ça fait une bonne transition pour le sujet que j'aurais voulu développer un petit peu, enfin, que je pourrais développer maintenant. C'est justement, le côté où,
bah, là, j'ai voulu explorer en fait, quelque chose, et finalement c'était pas la bonne solution. C'est-à-dire que je voulais tout simplement, bah, tout simplement, faire, des modélisations 3D, on va dire, un peu plus complexes que ce que je fais d'habitude, et pour ça, je me suis dit: «Tiens, je vais utiliser, un concept, qui s'appelle le, CSG». Donc c'est un concept qu'on peut voir dans des logiciels de CAO, sur Blender, sur plein de, enfin voilà, d'outils divers et de 3D. Moi, c'est avec Three.js, et c'est, du coup en le codant, que je peux l'utiliser. Ça permet en fait tout simplement, d'utiliser des objets, des géométries en fait 3D, relativement simples, comme des cercles, enfin des sphères, voilà, des cubes, et cetera, et d'utiliser en fait, des règles booléennes, pour, tout simplement, construire un objet plus complexe. Donc je donne un exemple: on a un carré, on a, une sphère, et en fait, il va y avoir une partie, qui vont se chevaucher, et on peut dire que, par exemple, on a, la sphère qui va, comment dire? Qui va, tronquer, on va dire une partie du carré. Donc on va avoir A moins B, on peut avoir B moins A, c'est que du coup, c'est plutôt le carré qui va, on va dire, tronquer la partie de la sphère. On peut avoir l'intersection des 2 en fait. On peut avoir l'addition des 2. Donc c'est comme ça que, par addition, soustraction, on va dire intersection, bon, les opérateurs un peu de base, dans le monde booléen, eh bien, on va pouvoir, comme ça, à partir d'objets, des géométries, simples, créer des géométries plus complexes, où ça aurait été plus difficile pour moi, bah, tout simplement d'imaginer, même par, en utilisant l'extrusion, ou enfin voilà, tout simplement des formules mathématiques, pouvoir qui puissent les modéliser. Parce que Donc c'est en quoi fait, les outils de base que t'as dans Three.js pour faire un truc comme ça? Genre, je veux faire l'intersection de deux formes, est-ce que j'ai moyen non. de le faire dans Three.js? Non, 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 là, du coup, il y a plein de libs qui existent. Donc, j'en ai utilisé une qui s'appelle Sri, BVH, CSG, qui, du coup, simplement va, encapsuler, mes géométries. Donc, je vais pouvoir encapsuler la géométrie, d'une sphère ou, d'un cube dans ce qu'ils appellent un brush. Et ensuite, une fois que je manipule des brushes, eh ben, je peux faire ce que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux faire évidemment toute une hiérarchie de brushes avec, comme on pourrait imaginer dans des formules booléennes, où, bah, du coup, ce résultat, bah, c'est, le produit de l'intersection et de l'union de plusieurs formes, et ce résultat, je vais l'utiliser lui-même dans la soustraction d'une autre forme par la suite. Donc, on peut imaginer comme ça quelque chose de complètement arborescent en fait, et très vite, on peut faire des objets très, très sympas en 3D, sauf que du coup, moi, je m'étais dit: «Eh bah, trop cool, je vais pouvoir faire des choses un peu fun, et qui me permettent», enfin, voilà, je suis pas mathématicien, et j'ai pas les équations, de toutes les formes géométriques les plus complexes, en tête. Donc là, je me dis: «Bah, voilà, en découpant ça en petites formes géométriques simples, je vais pouvoir composer une forme plus complexe». Donc j'ai fait ça pour mes supports, pour dire: «Tiens, bah, je vais pouvoir», je donne un exemple très, très basique. Du coup, j'ai mon support sur lequel il y a mes petits bâtonnets qui sont des cylindres sur lesquels, viennent se déposer mes petits morceaux de papier, et je voulais tout simplement que la tête du cylindre puisse être inclinée, pour que tout simplement quand je colle mon papier, le papier soit collé avec un angle, avec une inclinaison particulière. Et du coup, c'était assez naturel dans mon esprit d'imaginer l'intersection, enfin pas l'intersection, mais la soustraction, du coup, de ce cylindre par un cube qui sera incliné d'une certaine manière. Et puis là, de manière très simple et très basique, bah, hop, mon cylindre, bah, du coup, aura été amputé d'une partie, de sa tête, qui fait que, la tête sera, inclinée, pile avec l'angle que je veux. Du coup, c'était, voilà, vraiment un truc basique où je m'étais dit: «Bah, trop, trop cool, je fais ça». Donc là, j'ai ça, j'ai ma modélisation, trop bien et tout, j'exporte en STL, je passe sur la partie impression 3D pour, du coup, que, voilà, mes petits bâtonnets puissent être inclinés, et j'avais hâte de voir mes morceaux de papier avec une inclinaison. Et là, bah, en fait, plein d'erreurs que j'ai sur, le slider, Bambu Lab Studio, qui est l'outil d'impression 3D, qui me dit que du coup, mon modèle 3D, il est complètement incohérent pour lui. En gros, il dit qu'il est ouvert et pas fermé.
Un modèle Ah, fermé, ok. ça veut dire que la géométrie, bah, finalement, tous les vertex, bah, finalement, bah, ferment complètement la géométrie et là, il y a des parties qui disent que c'est ouverte, ils disent qu'il y a des vecteurs des vertex qui sont en double, des arêtes en double, enfin bref, vraiment, je me retrouve en fait avec, tout simplement un modèle qui est pas bon, quoi et donc là, je creuse sur, comment, réussir à le rendre, bah, tout simplement, Et graphiquement, il avait une bonne tête. et C'est c'est ça vraiment. ah ouais, Ok. vraiment je me doutais pas. J'ai pas encore la solution totale, mais ça veut dire que, Three.js ou WebGL en tout cas, derrière, peut rendre des géométries, qui sont incohérentes et à la fin que ce soit au niveau shader, au niveau texture, complètement on va dire, pas visible. Enfin, c'était pas visible pour moi, sauf bien sûr à lister les différents vertex ou les différentes, arêtes et puis vraiment de regarder dans le détail et là, en creusant un petit peu, c'était lié à la librairie que j'utilisais et même à la manière même dont sont conçus les algorithmes CSG. Apparemment, il y a quand même des libs qui existent dans d'autres langages, notamment sur Python, qui permettaient de résoudre ce genre de problème. Mais là, les principales libs qui puissent exister, en JS, avaient tous ce problème. Voilà, donc j'ai essayé dans un deuxième temps de me dire: «OK, ça génère ces problèmes, mais peut-être qu'en passant par une petite moulinette Blender ou autre, bah, je puisse tout simplement, rendre, valide en fait, la modélisation 3D». Mais là, c'était compliqué, je pouvais pas le faire facilement et ça prenait du temps. Donc je suis revenu en arrière, j'ai rétropédalé alors que j'étais très content de ma solution et bah, tout simplement, bah, il faut modéliser la géométrie à la main, pour ce que je fais. Heureusement, je fais des choses qui restent très simples et voilà, c'était juste fun d'utiliser un outil, qui puisse le faire en quelques lignes de code. Là, il faut le faire un peu plus, mais voilà, les LLM, m'aident, on va dire, à générer les parties les plus complexes que je maîtrise moins et au final, moi, j'ai pas besoin de choses trop complexes, hein, donc je vais pouvoir m'en sortir, sans, CSG, donc sans, opérateur booléen. Mais voilà, c'est dommage. C'était ma Ok, petite ok. sur le Peut-être sujet. pour les gens qui connaissent pas Three.js, est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce qu'on peut créer en fait? Parce que je suis pas sûr qu'on ait bien en tête le problème à la base. C'est que, alors tu es mieux calé que moi, mais si mes souvenirs sont bons, dans Three.js, il y a des primitives. Donc je peux créer un torus, une sphère, un cube, etc. Je peux le déformer, mais de manière simple. On peut faire un scaling, on peut appliquer des petites déformations, faire des rotations, mais je crois que on peut même pas faire un merge de deux formes, et ça c'est déjà une lib externe qui permet de faire des merges. Et je peux aussi utiliser des modèles 3D que j'aurais implémentés sous Blender et les mettre issus, et c'est à peu près tout ce que j'ai pour manipuler des géométries, non? Ouais, bah, en fait, c'est compliqué parce que, dès l'instant qu'on est côté JS, effectivement, on a, Ah, tu peux la fabriquer toi-même. Après, tu peux faire tous les points un par un et voilà, la en fait, c'est fabriquer ça, toi-même. c'est que tu peux, finalement, complètement construire ta géométrie toi-même et créer un algo qui dit que chaque vertex est positionné à tel endroit et tu peux, toi, coder, l'intersection de 2 formes géométriques. En fait, finalement, Three.js te limite pas, il te donne la possibilité, c'est WebGL hein, derrière, bah, de dire que tes vertex sont positionnés de telle manière, dans tel ordre, et que derrière, bah, tout simplement, tu vas avoir une géométrie valide. Donc, et tu peux aussi passer côté shader sur la partie vertex shader et concevoir ta géométrie comme tu as envie. Donc, finalement, faut pas imaginer que Three.js te limite. Il a quand même des bibliothèques qui permettent de faire des calculs mathématiques, des calculs géométriques, qui permettent de servir de support finalement pour manipuler des géométries. Donc on peut faire des choses, par exemple typiquement l'extrusion, bah, c'est très bien, tu peux créer un pass. Moi je fais souvent ça. Donc tu as un pass, donc un chemin tout simplement, où tu vas décrire différents points, donc en utilisant, je sais pas, des courbes de Bézier, enfin voilà, différentes choses, tu peux faire des courbes, etc. Et sur ce chemin, après, tu peux extruder tout simplement une forme géométrique, puis après avoir des angles biseautés. Donc, tu peux faire des choses un peu sympas. Pour être honnête, voilà, je fais du Three.js depuis 2 ans et j'ai pas encore exploré tout ce que Three.js permet. Mais voilà, donc dès l'instant que je voulais faire du CSG, donc on va dire des compositions de formes, des opérations en fait, basées sur des formes simples pour créer des formes complexes à partir d'opérations booléennes, forcément j'étais renvoyé à des libs externes et ces libs externes,
qui paraissaient fonctionner bien dans le monde 3D fonctionnent pas bien dans le monde de l'impression 3D parce que voilà, les exigences géométriques sont pas les mêmes apparemment. Voilà. Ok. Ouais, je comprends mieux. C'est que tu pourrais le faire à la main au final, mais finalement, la façon de penser qui t'allait le mieux, c'est tu dis, bah ok, j'ai un cylindre et je viens mettre des encoches, et du coup, les encoches, c'est des rectangles que je vais enlever dans mon cylindre, et du coup, c'était le plus simple à penser. Mais du coup, t'étais obligé de faire une lib externe qui avait d'autres problèmes, etc. Ok. Ouais, voilà, donc, mais c'est toujours intéressant et enfin, c'est pas grave, quoi. J'ai perdu un peu de temps, mais globalement, ça a été très intéressant de savoir que ça existe et de savoir c'est quoi les limitations et puis c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on explore, même en tant que dev et c'est cool, de tester des fois, certaines solutions, à condition de pas, on va dire, avoir le syndrome de l'engagement qui fait qu'on va trop loin dans une solution qui est pas la bonne, quoi. Voilà. Qui est pas du tout ton cas. Vraiment. C'est quoi cette vanne? Non. Non, t'as d'engagement sur les sujets, t'as pas un engagement sur les erreurs. Non, pardon. Ouais, mais c'est sûr, des fois, c'est vrai que je vais m'attacher à des domaines qui sont peut-être un peu ambitieux, mais bon, en tout cas, moi, j'aime toujours découvrir des nouveaux domaines et finalement, enfin voilà, du coup, ça permet de faire des choses très fun avec tout ça, quoi. Voilà. Ouais, non, c'était super intéressant. Puis finalement, on voit, il y a aussi un lien avec le penplot. Enfin, j'ai l'impression qu'entre l'impression 3D, il y a un lien là-dessus. Puis je trouve qu'il y a dans l'art génératif, il y a tout un sujet d'utiliser ces méthodes pour avoir un rendu plus organique ou un rendu physique, parce que par défaut, on fait des choses qui se rendent sur un écran. Et donc, les outils dont tu nous parles là, c'est aussi des moyens de faire des choses dans le physique. Tout en regardant un algo à la base et c'est trop bien. Ouais, c'est ça vraiment que je trouve passionnant, c'est finalement d'avoir, on pourrait l'avoir aussi dans la robotique, mais c'est-à-dire d'avoir une représentation matérielle et physique finalement d'algorithmes. Et donc finalement, bah, c'est ça que je trouve assez intéressant. L'impression 3D, c'est un peu l'incarnation de ça, mais on peut le retrouver effectivement à travers le penplot. Enfin, il y a plein de solutions qui font que on peut enfin, créer un objet, voilà, plus ou moins complexe à partir d'algorithmes. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant à creuser. Donc voilà un petit peu de mon côté. Bah écoute, ça fait un bon programme. Peut-être qu'on peut arrêter là, parce que je pense on a fait un tour de... Je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce dont je voulais parler. Ouais, pareil de mon côté. Donc voilà, bah, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourra y répondre. J'espère qu'on vous a pas trop perdu, parce que c'est possible qu'il y ait certaines parties, voilà, comme des choses sur Three.js, etc., qui peuvent nécessiter peut-être un petit peu de connaissances, mais en tout cas on essaiera de répondre au mieux si vous avez des questions. Ouais, bien sûr, n'hésitez vraiment pas à poser des questions ou autres, ça nous aide pour l'instant, ça nous aide énormément en fait, c'est trop bien de savoir qu'il y avait tel point qui était trop technique, et façonner un peu plus les épisodes avec quelque chose qui vous va bien. On change un peu de format à chaque fois, on arrive à des choses nouvelles. La dernière fois, on avait un sujet quand on voulait développer, là on avait préparé différents sujets chacun, donc ça change un petit peu. Mais bon, le but du jeu, c'est aussi d'improviser un petit peu en fonction de ce qu'on a fait les dernières semaines pour l'épisode. Mais ouais, c'est toujours super intéressant d'avoir vos retours, donc vraiment n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir, ça nous aide beaucoup en ce moment. C'est vraiment un format qui est en construction. Donc s'il y a des parties qui ont particulièrement plu, c'est trop cool. S'il y a des parties où on nous a paumé un peu, c'est trop bien aussi de le savoir. Et on va tout faire pour coller au mieux à vos retours. Ouais, voilà. En tout cas, bah, c'était un plaisir encore d'échanger, qu'on échange tous les deux sur tous ces sujets. Je trouve ça super passionnant. Et puis on essaiera aussi de varier les sujets, que ce soit pas que porté sur la 3D, même si c'est vraiment notre dada du moment. Mais j'ai bien aimé en fait qu'on intercale ça avec d'autres découvertes comme là l'histoire de l'IA et les trombones ou d'autres choses qui peuvent sortir simplement nos deux projets actuels qui sont vraiment branchés 3D en ce moment. Voilà. Absolument, absolument. Bah écoute, je te souhaite une très bonne journée. Bah ouais, toi aussi. Et à très Et puis bientôt. bah, à bientôt pour le prochain Small Talk. Et voilà. Ciao, ciao. Allez, salut!